Du coup, on est super content de vous accueillir ce midi avec Xavier pour ce Open Research Data Lunch. Moi, c'est Laura Rio, donc je suis chercheuse à l'université à la HEARC Neuchâtel. Je suis prof assistante en santé digitale et puis j'ai aussi la casquette pour la santé de Data Steward. Et, euh, et Xavier, tu veux te présenter maintenant ou dans Ouais, la petite slide où on a nos têtes? ouais, c'est pareil. Moi, c'est Xavier Brochet, donc je suis chercheur aussi, mais à la HUI-JVD dans le domaine AI. Voilà, et je fais plutôt du travail en data science, plutôt lié avec le biomédical. Et puis, je suis également donc data steward pour le domaine AI actuel. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le DMP avec, on avait en tête les différents calls pour les demandes de fonds, notamment de la SO et du Fonds national avec les délais qui approchent là au 1er mars et au 15 mars. Et, euh, et voilà, du coup, on est ravis de vous avoir. Est-ce que... Ah, J'arrive pas. ah, voilà. Donc, on fait partie, on vous a dit, on est les deux data stewards, on fait partie de la cellule data stewardship de la HESSO, qui est composée de 5 data stewards. Et puis, pourquoi on n'est que les deux aujourd'hui et pourquoi on a décidé de mettre l'IA et la santé ensemble, c'est parce qu'en échangeant avec les autres data stewards et en général, on a trouvé avec Xavier qu'il y avait pas mal de liens à faire entre santé et Santé. IA, notamment en termes de projets qui se développent de plus en plus en collaboration entre ces deux domaines, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe aucune collaboration avec les autres domaines, mais voilà, on s'est dit que ça pouvait être pertinent, qu'on pouvait être amené à avoir les mêmes questions et les mêmes problématiques et les mêmes approches lorsqu'on remplit un DMP, notamment parce qu'on peut être amené à avoir le même style de données médicales ou techniques. Donc voilà pourquoi on est là en binôme aujourd'hui. Donc, on va faire une brève introduction. J'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà très familiers avec le concept de qu'est-ce qu'une donnée de recherche, mais pour mettre un peu le contexte, on a voulu réintroduire brièvement que sont les données de recherche et puis de quel type de données sont les données de recherche, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est considéré comme une donnée, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, les données de recherche, en fait, c'est toutes les données qui soutiennent votre projet de recherche ou l'étude ou une publication. Et il y a évidemment une grande typologie de données de recherche en fonction de vos projets et puis des données que vous allez récolter. Vous voyez ici dans le petit visuel qu'on peut avoir des données peut-être les plus courantes, en tout cas en santé, sont des données écrites, donc doc, ou alors enregistrées, audio par exemple. Mais on peut aussi avoir, du projet de recherche, des données images, des JPG, voilà. Ça, il n'y a vraiment pas de limite. Et puis ça, c'est vrai que ça peut être spécifique d'un domaine à l'autre. Toutes ces données, cependant, elles doivent être organisées et puis formatées de telle manière à ce qu'elles répondent aux principes FAIR. Les principes FAIR, c'est que ces données doivent être trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et puis, pour ce faire, il est important d'accompagner ces données de métadonnées et puis d'utiliser des identifiants pérennes. Par exemple, de choisir des dépôts qui assignent des DOI au jeu de données. Pour les chercheurs aussi, de se créer un profil ORCID ou ORCID, je ne sais pas comment on dit. Je pense que la plupart des chercheurs ont déjà fait ça. Et évidemment, utiliser des formats et des logiciels ouverts pour les normes interopérables et attribuer des droits de réutilisation avec des licences ouvertes tant que c'est possible. On verra que ça, le choix d'une licence, ça peut varier en fonction du type de projet avec qui vous collaborez, etc. Ou même de l'éditeur avec qui vous travaillez pour publier, par exemple, vos données de recherche. Ici, on vous a mis cet exemple pour montrer qu'est-ce qui rentre dans des données de recherche.
et qu'est-ce qui ne rentre pas dans les données de recherche. Je pense que particulièrement, c'est intéressant de voir ce qui n'est pas considéré comme des données de recherche, telles que des analyses préliminaires, l'appendice de publication, des communications que vous pourriez avoir avec vos collègues ou des textes, par exemple, extraits d'une publication. Donc, ça veut dire que toutes ces données-là, elles ne sont pas prises en compte et on ne se préoccupe pas quand on va écrire le DMP, quoi. Exactement. On arrive maintenant au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est le DMP, ou le plan de gestion de données en français. Le but d'un DMP, c'est quoi? C'est de planifier le cycle de vie des données et de le faire, de le faire au mieux, de l'anticiper au maximum pour être sûr qu'on n'oublie rien. Donc, dedans, on doit inclure comment les données elles seront générées, si c'est des nouvelles données, ou comment elles seront collectées, si c'est des données que vous allez récolter, par exemple, sur le terrain, via questionnaire, etc. Comment elles seront documentées, comment vous allez les stocker durant la recherche, après la recherche, et comment elles seront détruites, et puis comment vous avez planifié de les partager. Donc, Donc, en fait, ah, pardon. oui, vas-y. Vas-y. Donc, en fait, faut voir que le DMP, c'est un document de synthèse, mais c'est également un outil qui va vous permettre de d'écrire et de définir votre plan de gestion des données, quoi. Exactement. Et ça va être une gestion des données qui va se faire avant, pendant et après le projet. Donc, ça Et ce permet qu'on de voulait, planifier votre cycle de vie, quoi. ouais, ce qu'on voulait vous mettre en avant avec Xavier aujourd'hui, c'est de ne pas voir, parce que c'est encore possible d'imaginer, enfin, de ne pas voir le DMP comme étant une demande, comme étant quelque chose un travail supplémentaire à fournir, qui est exigé par exemple par des bailleurs de fonds comme le Fonds national, mais de vraiment d'utiliser le DMP comme un outil qui fait complètement partie intégrante de votre projet de recherche, de votre protocole de recherche, un outil utile premièrement à vous et à votre recherche, et ensuite que effectivement vous devez soumettre, par exemple, dans certains cas, si le bailleur de fonds ou si on vous le demande. Mais vraiment d'utiliser ça pour vous. Et puis, Donc après, il faut juste savoir, les DMP, pour l'instant, il y a le FNS donc, qui impose les DMP depuis 2017. Alors maintenant, ils sont plus imposés au moment où on va soumettre le projet. On verra après qu'ils sont imposés si vous avez été accepté, si votre projet a été exact. accepté. Mais après, il y a d'autres bailleurs de fonds qui commencent à demander aussi des DMP, notamment les offices fédéraux et l'OFEN qui demandent, par exemple, pour le programme Suite, d'avoir un DMP également. L'Europe avec Horizon Europe Horizon, ouais. demande d'avoir un DMP. Et puis, au niveau de la HESSO, il y a des demandes aussi, des exigences de DMP, mais pour le moment, uniquement pour le domaine AI. Ou dans ce cas-là, pour en soumettre un projet, il faut également fournir un DMP, quoi. Voilà, donc on peut imaginer qu'avec l'évolution et puis la démocratisation, entre guillemets, de l'open research, que de plus en plus Le bailleur de de fonds. demandes dans ce sens-là arrivent. Ben, typiquement à l'ASO, ça a commencé avec le domaine AI, mais on peut imaginer que prochainement le domaine santé soit soumis aux mêmes réglementations. Donc voilà. Les avantages dans Et même DMP, même les fondations, je pense, à un moment donné, ils vont oui, demander aussi, tous les bailleurs de fonds vont aller dans ce mouvement-là, ils vont demander les DMP, même si le partage des données ne sera pas obligatoirement obligatoire, mais au moins le DMP, quoi. oui, oui, parce que c'est deux choses qui sont distinctes. Mm. D'ailleurs, dans votre DMP, ben, vous pouvez tout à fait justifier pourquoi vous planifiez ou non de partager vos données après. Donc, Voilà. c'est vraiment un outil séparé. Donc, c'est quoi les avantages en DMP? On a déjà un petit peu touché les points là-dessus, mais vraiment, le fait de vraiment se préparer, d'anticiper en écrivant son DMP dès le début d'un projet, ça permet vraiment de pouvoir mieux visualiser son projet, de voir s'il y a des endroits, par exemple, qu'on n'arrive pas à remplir un DMP. Ça nous amène à d'autres questions pour, euh, pour mieux Bah, des creuser. questions à creuser sur le Exactement. proposal que vous êtes en train de décrire, en fait, parce que s'il y a des points d'achoppement, c'est quelque part, il y a encore du flou dans votre projet. Donc, il faut voir comme un outil à faire en parallèle de l'écriture du proposal, en fait, que vous allez faire, quoi.
Et ça vous permet également de planifier à l'avance la gestion de ces données de recherche. Ça vous donne un document pour toutes les personnes qui seront impliquées dans le Exact. projet, qui peuvent se référer avec ce document pour savoir où sont les données, qu'est-ce que je dois faire avec, qui est le responsable des données, quelle documentation je dois générer avec les données qu'on fait, etc., quoi. Donc c'est vraiment un outil d'aide pour générer son travail, pour créer, pour gérer ces données tout au long du projet. Mais c'est un document qui est vivant, on va le voir juste après, quoi. Ce document, il Ouais. pourra être modifié au cours du temps. Et donc, au départ, quand vous allez le soumettre au projet, après acceptation de notre projet au FNS, vous allez avoir un premier jet en fait de ce DMP qui va changer au cours du temps, quoi. Donc, c'est vraiment un outil le but final, vraiment, c'est de s'amener à réfléchir à la manière dont on va gérer les données de recherche, comment on va les gérer, où on va les stocker, quelles sont ces données, comment on les annote, quelle documentation que j'associe avec ces données, etc., quoi. Je trouve que c'est important ce que tu as dit, que c'est un document qui est accessible à tous les collaborateurs d'un projet, parce qu'on en discutait justement avec toi, que ça peut être hyper aidant aussi quand on a maintenant de plus en plus de collaborations pluridisciplinaires, donc avec des scientifiques enfin, des scientifiques de différents domaines. Et le fait d'avoir un DMP en plus du protocole, ça peut permettre encore de clarifier certains points sur concrètement ce qu'on va faire, quelles données on va récolter, à quelle fin. Et ça permet aussi peut-être de clarifier des points que chacune des parties pensait clairs et qu'en fait, on n'était pas vraiment en accord. Donc, c'est vraiment un outil qui, à mon avis, aussi peut améliorer la collaboration. Et puis, évidemment, au-delà de ça, ben, le fait qu'on doive désigner un responsable, par exemple, ben, ça nous permet déjà, si on n'a pas anticipé de le faire, de clarifier vraiment noir sur blanc. Et Voilà. puis, probablement que tu dis que c'est le premier jet qu'on risque de soumettre au Fonds national. Moi, je pense que là, ce sera déjà un document qui aura eu plusieurs itérations. Donc, c'est un Oui, document non, vivant. on est d'accord, quand je dis premier jet, c'est juste qu'au moment où on va le donner au départ, il va pouvoir être modifié au cours de temps et ce qu'on va voir là, quoi. Et c'est vraiment un document de référence donc pour toute l'équipe, chaque personne qui va rentrer dans le projet. De la même manière qu'on se réfère au document proposal qu'on avait fait, qu'on avait soumis au FNS sur notre projet, qui décrit toute la méthodologie qu'on avait prévue pour notre étude, et ben là, on va pouvoir se référer exactement à ce document-là pour savoir où sont rangées les données, comment elles sont rangées, comment elles sont classifiées, quelle documentation on fait, etc., quoi. Donc c'est vraiment un document sur lequel on peut s'appuyer, mais qui est vivant et qu'on peut modifier également au cours du temps en fonction des aléas du projet, quoi. Exactement. Donc là, ici, il y a plusieurs sections principales d'un DMP qui sont, euh, qui sont en image ici. Il n'y a pas de numérotation, vous voyez, en fait, c'est fait de manière intentionnelle qu'il n'y ait pas vraiment, il n'y a pas un ordre logique dans le sens où ces sections, elles vont pas forcément de 1 à 7. C'est vraiment des sections qui peuvent être dynamiques. Et puis, on peut tout à fait renseigner d'abord la section de la collecte des données, qui est souvent une section qu'on maîtrise plus. Et puis, renseigner les responsabilités, les ressources, si c'est très clair dès le début. Puis après, renseigner le stockage et la sauvegarde, etc. Donc, c'est vraiment des sections que vous n'êtes pas obligé de remplir dans cet ordre-là. Après, on verra que, par exemple, si vous suivez des templates qui sont fournis ou qui sont suggérés, on va dire, par le FNS ou d'autres bailleurs de fonds, on vous impose déjà un ordre. Mais en tout cas, c'est toutes les sections auxquelles vous devez penser lorsque vous remplissez votre DMP. Donc, comme l'a dit Xavier, le DMP, c'est vraiment quelque chose d'évolutif. Vous voyez qu'il y a le premier jet dont il parlait, qui est le DMP livrable à la soumission. Et puis après, probablement, vous aurez déjà aussi même des retours des bailleurs de fonds qui vous diront ça et ça, c'est à clarifier, ou ça, il faut préciser, etc. Des DMP intermédiaires. Et pendant tout le projet, ce DMP peut évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il va évoluer forcément, mais il peut évoluer jusqu'à ce que vous obteniez un DMP final qui reflètera aussi l'évolution du projet lui-même et, du cycle de vie des données lui-même. Qu'est-ce qu'on met alors dans ce DMP? On verra après les exemples et puis les structures, enfin, ce qui vous est demandé, par exemple, par le Fonds national dans chaque section et puis les sous-points. Mais en gros, ce qui doit se retrouver dans le DMP, c'est
tous les points que vous voyez ici, donc la nature, le contexte du projet de recherche, le type de données, les formats, les métadonnées, les risques, donc évidemment tout ce qui est aussi associé à l'éthique et au juridique. Alors évidemment que ça dépend du domaine dans lequel vous travaillez et le type de données que vous récoltez, si elles sont personnelles, sensibles ou médicales, il faudra adapter la gestion de ces données. Ce sera plus ou moins encadré, ce sera plus ou moins d'un point de vue légal. Par exemple, si votre projet il est soumis à la LRH, il y a vraiment des choses, des steps qui sont précisés par la loi et qui vous sont demandés, notamment par exemple sur si après vous planifiez de partager vos données sur la codification ou alors l'anonymisation des données. Et puis, comme on l'a déjà dit, d'identifier les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes et de planifier aussi les ressources et les compétences nécessaires à cette gestion. Le fait aussi d'établir un DMP très en amont, ça va vous permettre aussi même de peut-être revoir le budget quand vous faites une demande de fonds, notamment déjà parce qu'il y a une partie pour le partage des données, pour le DMP lui-même, qu'on peut demander par exemple au Fonds national, une partie de la subvention, on verra après, mais aussi pour vous, si vous imaginez, ça dépend la quantité de données et puis la complexité, et puis comment vous les partagez, mais vous pouvez imaginer tout à fait de mettre aussi dans votre plan avec des dates, de rajouter, je sais pas, des semaines ou peut-être pas des mois, mais des semaines pour justement cette gestion des données, que vous n'auriez peut-être pas anticipé de prime abord. Donc ça, Xavier l'a déjà dit, pour le Fonds national, le DMP, il est requis que pour les projets approuvés. Avant, c'était pour tout le monde, puis maintenant, c'est que pour ceux qui sont approuvés. Et puis, il doit être rédigé dans la même langue que le plan de recherche. Il y a 4 grandes rubriques. Et puis, quand vous êtes sur justement le site du FNS, si vous cliquez, vous avez un PDF qui vous est généré avec ces 4 grandes rubriques et puis les principales, ce qui est attendu pour ces principales rubriques en dessous. Quand est-ce que vous devez compléter un DMP? Vous êtes obligé pour le Fonds national, si vous voulez avoir accès à votre subside si votre projet a été accepté, voilà, pour pouvoir débloquer les fonds. Et puis, comme c'est un document évolutif, il y a ce DMP que vous soumettez au début, puis après, il y a un DMP final que vous devez fournir en même temps que votre rapport à la fin du projet de recherche. Comme l'a dit Xavier avant, même si vous n'avez pas planifié de réutiliser vos données, parce que par exemple, c'est des données médicales qui ne peuvent pas être anonymisées, parce qu'en faisant des recoupes, etc., on pourrait réidentifier les personnes et que du coup, pour la sécurité des participants, on ne va pas partager ces données. Il faut quand même remplir un DMP. Alors évidemment que il sera moins long à remplir parce qu'il y a des sections qui seront NA, non applicables, mais il faut de toute façon le faire. Il faudra Et de toute façon justifier, même s'il y a chaque rubrique, en fait, même si on ne rentre pas dedans, si on ne va pas partager ces données pour une quelconque raison, il faut justifier la raison pour laquelle on ne va pas partager ces données. Ce n'est pas interdit de le faire, hein, on a le droit, mais il faut toujours mettre une justification à chaque section. On ne peut pas juste mettre NA et puis pas justifier le pourquoi. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Puis après, ça tu l'as déjà dit, en fonction de d'autres procédures ou d'autres financements, on a aussi des DMP Oui, qui alors là, doivent il faut faire attention aussi, par exemple, sur les procédures au FNS, si vous avez, vous demandez vous faites une réponse à projet sur des lead agencies ou des WEF, par exemple, où vous avez des partenaires étrangers, des organisations étrangères comme en France l'ANR. Là, vous êtes quand même obligé de faire un DMP qui réponde aux exigences du FNS. Donc, dans tous les cas, même si cette année-là, par exemple, avec le lead agency, vous faites avec la France, c'est l'ANR qui gère la gestion des projets et savoir s'il va être accepté ou pas. De tous les cas, il faudra quand même faire un DMP qui réponde aux exigences du FNS. Voilà. Et puis après, pour l'Europe, etc., faut aller voir directement sur les sites européens. Je pense que là, le DMP en Europe, il est même exigé à la soumission, mais il faudrait que je vérifie, quoi. Je ne sais plus exactement.
Ok. Donc, Donc, bon, là, on se répète un peu, hein. pour l'évaluation du DMP, alors c'est juste que, donc on l'a dit, il est plus exigé à la soumission, mais après l'acceptation, le Mhm. DMP, il va être relu par le secrétariat du FNS, donc il fait pas partie de la sélection ou pas. On va pas vous refuser un projet via le DMP. Par contre, ils vont quand même vérifier que votre DMP, hein, il soit correctement rempli, c'est-à-dire qu'il soit plausible. On va pas juger votre façon de gérer les données. On va juger si c'est cohérent par rapport au projet de recherche que vous vous proposez. Ouais. Si par exemple, dans votre projet, vous allez générer énormément de vidéos en HD, et que vous dites qu'on va stocker ça sur une petite clé USB de 3 gigas ou je sais pas quoi, ils vont commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre DMP. Si vous proposez pas de partager les données, sans justifier les données, la même chose, ça sera recalé. Donc, la plupart du temps, en fait, ils sont acceptés. Dans le cas où il y a des lacunes dans votre DMP, vous allez être contacté par le FNS et puis il y aura des tâches qui vous seront signées Mhm. pour corriger, modifier différentes rubriques du DMP. Juste pour info, j'avais récupéré ça, ces données, elles sont un peu anciennes, mais quand on avait regardé un peu le monitoring, la gestion des données en 2017-2018 pour le FNS, il y avait à peu près 1500 DMP qui avaient été soumis. 40%, ils ont été acceptés directement de ces TNP, donc sans avoir aucune modification à faire. Et il y a eu 33% qui avaient des manques, donc sur lesquels fallait faire des corrections. Alors principalement, c'était un manque de description des données ou une mise en place d'embargo. Au moment où on va partager les données, on met un embargo au niveau du temps et on ne justifie pas pourquoi on a un embargo, ou simplement on définit pas le dépôt sur lequel on va partager nos données, ni les informations qui seront associées à ces données, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les points les plus d'achoppement les plus importants qu'il y avait jusqu'à maintenant, quoi. Après, Alors c'est après, maintenant, je sais pas, ça a changé entre temps. Je pense qu'il y a moins de problèmes puisque on commence à prendre l'habitude, quoi. oui, parce qu'il y a deux choses. Ben, après, c'est comme tu disais, on va pas tout d'un coup se voir notre projet refusé, mais c'est un peu pour faire une analogie quand vous soumettez un projet en santé à une commission d'éthique. En fait, c'est comme si votre projet il était accepté sous réserve de. Oui, voilà. Donc, Et les tant que fonds, le voilà, DMP il n'est pas validé, il n'y a le pas fonds ne le sera pas déblocage des fonds, débloqué. quoi. Exactement. Et du coup, après, ça apparaît bah, comme des tâches pour ceux qui ont déjà soumis une fois au Fonds national. On vous demande des tâches à compléter à chaque fois, des petits carrés. Et puis, tant que c'est pas complété, tant que c'est pas validé en vert, je crois, ou bleu, je me rappelle plus, Je tant sais qu'on n'a plus. pas levé, ben, ça jouera pas. Après, ce que je sais pas, par contre, c'est est-ce qu'on a le droit à plusieurs itérations? Imaginons que, je sais pas si tu sais ça, Xavier. Si on a des commentaires, est-ce que si tout d'un coup c'est toujours pas satisfaisant, on a le droit à une autre itération ou Je bien pense, j'imagine que ouais. oui. Oui, je Voilà. pense. Ouais. Je Ok. pense parce Et que puis, normalement, c'est pas un outil de sélection des projets, donc ils ont déjà été sélectionnés. Donc, ouais. L'autre chose que tu disais aussi, on imagine que maintenant ces pourcentages d'acceptation directement, ils ont changé parce que bah, c'est aussi pour ça que on vous encourage à faire des DMP. Parce que probablement qu'une fois que vous en aurez un qui sera top et qui sera accepté par le Fonds national, vous pourrez largement vous en inspirer ben, pour les prochaines soumissions de vos prochains projets. Donc voilà, c'est un travail à fournir, peut-être un plus gros travail à fournir dans un premier projet, mais après, c'est quand même réutilisable oui, et puis il y a même en grande sur le partie. site de MyFNS, on n'a pas de capture d'écran pour ça, mais vous pouvez même télécharger directement un ancien DMP. Après, bien sûr, Mhm. faut l'adapter aux données qui auront peut-être un poil changé entre les projets, mais en général, on ne change pas complètement de thématique, donc c'est souvent assez proche. Exactement. Donc là, c'est Après, les les coûts coûts, éligibles. ouais, les coûts éligibles qu'il faut anticiper par contre. Oui, ça, c'est quelque Euh, chose d'important parce que vous pouvez demander en fait la mise en place de l'ORD, donc du partage des données, la gestion des données sur les principes FAIR, en fait, ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Et ça, on mhm. peut, pour l'instant, tout de moins, demander une contribution financière du FNS, mais pour ça, il faut la demander au moment de la soumission du projet, c'est-à-dire Du dans votre... projet, et pas voilà. quand le projet il est accepté et puis qu'on vous demande de faire Là, c'est trop tard. un DMP, là c'est trop tard, on est bien d'accord. Voilà.
Donc, c'est dans le budget de votre projet qu'il faut déjà demander des aides financières pour l'ORD. Donc, il y en a deux différentes. Il y en a une aide pour la gestion des données en elle-même et une aide pour le paiement du stockage sur certains dépôts, donc la mise en dépôt de certains dépôts de données. Alors, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont complètement gratuits, il y en a d'autres qui sont Exact. payants. C'est ça. Mais il faut le faire avant, sinon on n'aura pas de frais qui seront définis ultérieurement. Et la même chose, donc le FNS, normalement, il demande d'avoir donc que les dépôts soient FAIR, répondent au principe FAIR, et qu'ils soient non commercial. Alors, on peut tout de même déposer sur un dépôt qui soit commercial, mais il faut justifier la réponse. Donc, il faut justifier pourquoi vous le faites sur ce dépôt-là. Et par contre, il n'y aura pas d'aide financière si ce dépôt il est payant. Il y aura une aide pour la gestion des données, mais pas pour les frais de dépôt. Ce Donc qui ça, est il logique. faut aussi le noter. Et le FNS, pour l'instant, il verse jusqu'à 10 000 francs pour ces tâches, quoi. C'est-à-dire pour les frais de dépôt et puis Mhm. pour la gestion des données, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser en avance et sinon, c'est trop tard. Ouais. Et pour l'instant, comme tu dis, parce que c'est comme il fut un temps où on avait aussi le droit d'avoir un petit financement pour les publications en open access, qui maintenant, c'est plus le cas. Donc, on s'imagine que ça, c'est pour que les chercheurs enfin, s'habituent à soumettre des DMP puis à prendre du temps pour le faire. Mais j'imagine que ce ne sera pas toujours le cas, qu'on n'aura pas toujours accès à ça, enfin, que dans peut-être Oui, quelques ça, temps, ça quelques années, risque ça va de, tomber. ça risque de Donc changer. Là, voilà, c'est pour autant en inciter les gens, profiter quoi. pendant que c'est possible. Voilà, du coup, on passe à la prochaine partie qui est de remplir un DMP. Du coup, je te passe la main, Xavier. Ouais. Bah, vas-y, tu peux continuer. Donc, tu peux passer. Donc, bah, si je dis des bêtises ou si j'oublie des choses, tu me complètes. Ok. Donc, un DMP, donc, on prend l'exemple du FNS parce que bah, c'est le plus classique. Après, tous les autres DMP, ils ressemblent fortement au formulaire du FNS, hein. C'est toujours, en gros, les mêmes idées. Ici, on a 4 catégories qui sont définies par 12 questions. Donc, on aura plus ou moins les mêmes catégories, que ce soit au niveau européen. Je crois pour le niveau HES, c'est quasiment le même. Donc, voilà, ça sera toujours Mhm. un peu la même idée qui seront là, même si les questions seront peut-être formulées d'une manière un petit peu différente entre les différents bailleurs de fonds. Donc, il y a 12 questions. C'est pas pour autant que le DMP, il faut faire un document extrêmement gros avec 50 pages, etc. Un DMP, ça peut rentrer en 1 à 2 pages. Donc, on n'est pas obligé de rentrer dans des détails extrêmement précis quand on décrit le DMP. Il faut qu'il soit compréhensible, il faut qu'il soit logique, qu'il soit plausible et qu'il soit cohérent avec votre projet de recherche. Donc, plus vous allez rentrer dans des détails très précis, plus ça va être compliqué de suivre le DMP. Donc, moi, j'ai discuté avec des chercheurs qui avaient fait des DMP extrêmement complexes pour l'Europe et finalement, personne ne le suivait parce que c'était tellement compliqué à faire que c'était impossible de suivre les directives qu'ils avaient définies. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il ne faut pas obligatoirement rentrer dans chaque détail. Donc après, il y a, vous avez dit, 4 catégories. On va les voir un par un peu plus en détail, sachant qu'il y a certaines catégories où vous ne pourrez pas remplir. Vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, vous n'avez aucune raison de remplir parce que vous ne rentrez pas dans cette catégorie-là. Vous avez le droit, ce n'est pas interdit. Il faut juste à chaque fois justifier vos réponses et expliquer pourquoi vous ne pouvez pas partager de données, pourquoi vous n'avez pas de problème éthique ou légal, voilà, etc. Ça sera juste, à chaque fois, il faudra répondre à toutes les questions tout de même, mais en justifiant le fait que vous avez aucune problématique, par exemple. Euh, voilà. On peut aller voir. Donc là, c'est la première catégorie. Donc, c'est la collecte des données et la documentation. Donc, à chaque fois, il y a plusieurs questions. Je crois pour celui-là, il y a 3 questions, il me semble, pour la première catégorie. Donc, ça porte sur la collecte, les données et sa documentation. En clair, c'est quelles sont les données que vous allez utiliser, donc que vous allez collecter, que vous allez étudier, que vous allez générer et que vous allez réutiliser. Et pour ça, il faut décrire chacune de ces données d'une manière un peu précise, c'est-à-dire il faudra définir son type, quel type de données c'est, si c'est des images, des textes, de l'audio, des fichiers Excel, etc. Le format. Donc là, on a des exemples, un TIFF, MP3, tout dépend du type de données que vous utilisez. Euh, Après, il est conseillé fortement par la gestion des données FAIR que les formats soient ouverts et donc pour pouvoir les relire plus tard ou pouvoir les partager ou que tout le monde puisse avoir accès à ces données-là. Donc pensez à, si c'est possible, à changer vos formats et les rendre open.
Donc, si c'est possible, sinon, si c'est impossible, de toute façon, c'est pareil, vous décrirez les formats et vous justifiez pourquoi vous avez utilisé une machine particulière qui va générer les fichiers sous tel format qui sont propriétaires. Il n'y a pas d'autre façon de le faire, quoi. Voilà, il faudra aussi avoir un contenu sur chaque donnée, donc expliquer ce que ça représente, quelles sont ces données. Donc, c'est pas juste le type et le format, c'est dire ce que c'est, si c'est des transcriptions d'entretien, si c'est des mesures de température, etc. Il faudra définir et d'où viennent vos données et ce qu'elles sont. Et il faudra également définir le volume de vos données. Alors au départ, quand vous allez soumettre le TMP pour la première fois, il est possible qu'on ne sache pas exactement le volume de données qu'on aura. Mais dans tous les cas, il faut définir un volume, donc il faut l'estimer. Donc on est tous normalement experts dans le domaine sur lequel on va travailler, donc on pourrait estimer ce volume, sachant que comme le DMP, il va changer au cours du temps, eh ben, vous pouvez rectifier et corriger le volume de ces données. Comme il peut y avoir des nouveaux types de données qui arrivent, ou d'autres qui disparaissent parce que finalement vous n'avez pas eu accès, eh ben, vous pouvez toujours modifier ces informations dans votre DMP. Je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Je Ouais, juste vérifie. peut-être pour Vas-y. compléter. Donc, on doit dire si effectivement on génère, on réutilise des données. Ah Et si oui, on réutilise des données et que c'est des données qui enfin, qui nous appartiennent pas, ou de toute façon qu'on réutilise des données, on doit spécifier si, enfin, on doit juste expliquer qu'on a bien le droit de réutiliser ces données et dans quel contexte on a le droit de réutiliser ces données. Est-ce que c'est des données qui sont déjà qui sont déjà impeccable. ouvertes, ou bien est-ce que c'est vos propres données que vous réutilisez, etc. Donc il faut aussi spécifier ça. Oui, il faut passer à la suivante. Voilà. Et donc, c'est à peu près ce que tu viens de dire ici, quoi. La deuxième question, c'est donc on Mhm. est toujours sur la collecte des données et la documentation. C'est comment les données sont-elles recueillies, étudiées et générées? Donc ici, il faudra expliquer pour chacune des données que vous avez listées dans la question précédente, savoir d'où elles viennent, si vous les générez, si vous les étudiez, si vous les récupérez ou si les réutilisez d'ailleurs. Et donc, il faut définir exactement la méthodologie qui a été mise en place pour récupérer ou générer ces données. Alors, on n'est pas là sur la partie scientifique, hein, il ne faut pas s'étaler obligatoirement 150 ans, mais il faut dire au minimum la Mhm. méthodologie qui est faite, c'est-à-dire définir les instruments que vous avez utilisés, les outils, les logiciels, la méthodologie qui a été prise pour faire ça, si c'est un sondage, les images capturées, où elles sont capturées, comment elles ont été capturées, avec quels paramètres, les standards qui définissent vos données, les méthodes, les mécanismes, etc. Pourquoi? Parce que dans l'idée, c'est que les données, à la fin, en tout cas au niveau du FNS, c'est que les données, elles puissent être réutilisables, que ce soit en interne, si vous ne les partagez pas ou si vous les partagez, qu'on puisse les comprendre et les réutiliser. Donc, il faut garder les standards, il faut définir les standards, les méthodes, etc., pour savoir de quoi on parle et quels sont les protocoles qui ont été mis en place pour générer ces données. Voilà, donc je pense que c'est à peu près clair là-dessus. Et bien sûr, il faut aussi expliquer l'organisation de vos données, c'est-à-dire les fichiers, les dossiers. Il faut définir je ne trouve pas mon mot là, la hiérarchie en gros de vos dossiers. Et il faut Mhm. définir les règles de nommage, la gestion, les versions, etc. sur tous les données que vous allez mettre en place. Il faut mettre des règles en fait de nommage, etc., quoi. Donc ça, c'est très important à mettre en place. Il faut décrire cette organisation des données, quoi. Et Exact. après, il faut aussi, j'ai un autre point important, il faudrait également aussi, dans cette partie-là, c'est décrire la manière dont les données elles sont validées. Les grilles, par exemple, d'analyse sur lesquelles vous utilisez ou les protocoles de codage, etc., que vous utilisez pour les données, pour définir les standards, etc. Donc, il faut vraiment tout décrire sur vos données. La première question, c'est les types, les cas, et ici, c'est comment vous les récupérez, quelles sont les données, d'où elles proviennent, etc., les standards que vous utilisez, les méthodes pour justifier et valoriser les données, pour valider les données, etc., quoi. Et l'organisation. Je pense Exact. que Ouais. tu as d'autres points à dire. Non, parce que c'est dans d'autres points qu'on spécifie après la protection des données, Oui, etc. Où est-ce qu'elles sont stockées, c'est après. c'est vraiment point par point. Donc, vous allez voir Ouais, qu'après, des fois, c'est assez proche, mais bon, c'est ouais. pas exactement Des la même fois, chose. on remplit dans un carré, puis après, on se rend compte qu'on l'a pas mis au bon endroit. Oui, Enfin, ça, bon, ça m'est voilà, arrivé. c'est pas très grave, c'est facile de changer. Euh, et donc là, c'est toujours dans la partie 1, collecte et données et documentation. Là, il faudra voir quelles sont les informations qui sont nécessaires pour qu'un ordinateur, pour qu'un Ouais, humain puisse avoir accès à ces données et les interpréter. Donc, en gros, c'est la documentation qui est liée à vos données.
Pour que les données elles puissent être réutilisables, que ce soit par vous dans quelques années ou par d'autres rapidement après le partage, il faut qu'il y ait un certain nombre de documentations qui soient associées à vos données. Donc, il y a les métadonnées. En général, on demande qu'il y ait un minimum d'informations au niveau des métadonnées. Donc, ça sera le nom, l'identifiant permanent, un nom de personne, celui qui a collecté les données, la date de collecte et les conditions pour y accéder. Ça, c'est, on va dire, le minimum d'informations au niveau métadata qui pourra être donné pour chacune de vos données. Et après, il faudra expliquer un peu plus loin les détails le contexte du projet, les hypothèses, la méthodologie, les processus, les traitements, qui ont été effectuées sur les données, si elles ont été automatisées ou pas, les paramètres que vous avez utilisés pour telle ou telle machine pour obtenir ces données, la définition des variables, les vocabulaires que vous avez utilisés, définir les mesures des unités, etc. que vous utilisez. Donc, il faut vraiment décrire l'intégralité des données de façon à ce qu'une personne qui n'a pas participé au projet puisse comprendre les données que vous partagez. Donc, c'est un beau document qu'il faut mettre en place, soit au niveau des métadonnées, soit un document associé. Et on conseille également d'écrire des fichiers README qui soient associés à ces datasets. Alors après, la manière dont vous faites, soit vous mettez un README par dataset, un README qui va décrire chacun des datasets, etc. C'est à vous d'organiser votre gestion des données. Mais il faut un minimum d'informations correspondant qui soient liées à ces données pour pouvoir les comprendre. Donc là, on arrive sur la partie, en gros, du faire de réutilisable. Exact. Et puis justement, pour que ce soit bien réutilisable, enfin, de manière la plus euh, facile possible pour d'autres utilisateurs, c'est de voir si, en fonction de votre domaine, est-ce qu'il y a des standards déjà qui sont prédéfinis pour annoter les métadonnées, ce qui facilitera en fait un prochain utilisateur de comprendre, enfin, la lecture et la réutilisation, notamment aussi de ces métadonnées. Alors ça, oui, c'est important et chacun dans son domaine, ben, il est apte à savoir ou non si ça existe. Et dans ce cas-là, oui, il vaut mieux se lier aux standards qui existent parce que comme ça, on a beaucoup moins de problèmes au partage et Exact. il y aura, ben, on rend le partage intéressant et productif pour les autres. Exact. Alors maintenant, on va passer, je pense, à la section 2, voilà, la question Mhm. éthique, juridique et sécurité. Alors, quelques mots dessus. Donc là, c'est pareil, éthique, juridique et sécurité. Il y a trois questions aussi qui correspondent à cette section. Cette partie, ça se focalise vraiment sur les questions éthiques, juridiques, sécurité, c'est-à-dire si vos données, elles ont des... il faut, en fait, pensez à toutes les questions éthiques qui pourraient être abordées et traitées au cours de votre recherche par les données que vous utilisez, quoi. Si vous avez collecté des données auprès de personnes, est-ce que vous avez prévu un formulaire de consentement? Est-ce que dans ce formulaire de consentement, vous avez abordé la réutilisation, l'archivage ou le partage des données par la suite? Comment vous allez anonymiser, pseudonymiser vos données? Est-ce que vous avez contacté les commissions éthiques cantonales en fonction de la recherche que vous faites, par exemple si vous faites de la recherche sur l'humain, etc. Donc, il faut poser toutes les questions que vous pourriez imaginer avoir en utilisant les données que vous avez. Alors, évidemment, il y a des cas où vous n'avez aucun problème éthique à utiliser les données. Si vous avez des données que vous voulez récupérer, qui sont déjà en libre accès et qui sont déjà, par exemple, anonymisées, normalement, il n'y a pas de problème éthique. Mais il faut faire attention et définir chaque donnée, quel problème éthique il pourra avoir. Sur les humains, c'est les données personnelles, l'expérimentation chez les animaux, etc. Vous avez des données sécurisées, enfin qui appartiennent à des industriels, vous avez des données qui touchent des domaines militaires et sécurisés. Si vous avez un projet qui va avoir un impact sur l'environnement, tout ça, ça peut amener à des questions éthiques sur lesquelles il faut aller se poser des questions. Comment vous allez gérer ces données éthiques? Quelle documentation, quel document vous allez avoir pour avoir le droit de faire votre étude sur ces questions éthiques. Après, si j'ai oublié des choses, tu me dis, Laura, parce que Laura est plus amène de connaître un peu les questions éthiques en tant que de la santé. Ouais, alors en fait, c'est pas que je suis plus à même, c'est plus que Plus dans le d'expérience, domaine, disons. ouais, dans le domaine de la santé, c'est quand même assez fréquent qu'on récolte des données médicales et du coup que notre projet il soit soumis à la loi sur la recherche sur l'être humain, donc à la LRH. Et quand c'est le cas, on doit soumettre le protocole de recherche à la commission d'éthique correspondante. Donc ça dépend du canton dans lequel se fera l'étude, enfin, où vous vous situez. Et du coup, par contre, parfois, on a déjà un doute de savoir si, est-ce que, parce qu'on traite avec des personnes, mais est-ce que notre projet, il est soumis à la LRH ou pas? Donc, bah, la première étape à faire, c'est que vous pouvez tout simplement aller voir sur le site
de la Confédération, vous tapez LRH, puis vous voyez qu'est-ce qui est inclus ou pas. Si néanmoins vous avez des doutes, il y a des outils qui existent, notamment l'outil qui est proposé par le site de la COFAM, KOFAM, sur lequel il y a des questions-réponses. Il y a un petit outil qui vous permet de savoir si votre projet est a priori tombe sous le coup de la LRH ou non. Puis si vous avez quand même des doutes, vous pouvez me faire une demande de clarification à la commission d'éthique qui vous correspond. Donc il y a plusieurs étapes. Si vous n'êtes pas sûr de si votre projet, les données que vous récoltez sont inclus ou pas. De prime abord, ça peut paraître évident, mais finalement, il peut y avoir plusieurs sous-questions au type de données sur lesquelles c'est un peu moins clair. Donc voilà. Après, si c'est une thématique qui vous intéresse, de savoir si votre projet il est soumis à la LRH ou pas, et puis avoir des exemples précis, on s'est dit avec Xavier, ben, c'est un autre gros dossier qu'il faudrait qu'on traite dans un webinaire séparé. Oui, parce que c'est quelque Donc chose voilà, d'assez complexe aussi, quoi. C'est aussi, exact. juste pour une précision, c'est aussi dans cette catégorie, cette question qu'il faut indiquer l'existence ou pas de clause de confidentialité dans votre projet. Donc ici, que vous donnez toutes ces informations. Donc voilà, Exact. c'est tout ce qui, Puis c'est là, ouais, c'est concerne là que vous l'éthique devez en gros. préciser, par exemple, peut-être vous faites une étude avec des données médicales qui tombent sous le coup de la LRH, mais parce que votre projet il est rétrospectif et que ça demande beaucoup trop ça demande un effort démesuré d'aller contacter les gens, eh bien vous avez un consentement de la CER qui se soustrait, enfin qui remplace celui de chaque participant. Enfin, il faut vraiment, là, il faut copier-coller ça, il faut justifier tout ce côté éthique qui est quand même assez lié avec le côté légal. Et pensez bien que dès que vous avez interaction avec des personnes en dehors du projet, du personnel de recherche, vous allez faire un questionnaire ou n'importe quoi, les gens qui vont utiliser un logiciel pour vous que vous avez développé, tout ça, c'est des données personnelles. Donc là, il faut demander le consentement, etc., de ces personnes-là. Si vous avez un logiciel qui permet de faire la géolocalisation, c'est pareil, c'est des données personnelles, il faut demander le consentement avec un formulaire de consentement. Il faut bien penser dans ce formulaire à demander si on peut partager les données après coup. Exactement. Puis Pas après, seulement. dans la méthodologie aussi, avec laquelle vous allez, euh, dans la méthodologie pour garantir la protection des données, c'est aussi là que vous mettez, par exemple, si vous utilisez un logiciel comme RedCap, par exemple, c'est aussi là que vous justifiez quelle méthode vous avez choisie et puis comment vous assurez la protection de ces données pendant déjà l'étude et puis aussi après l'étude. Ouais. Donc, c'est tout ce qui règle l'optimisation, anonymisation aussi qui est important ici, c'est quand vous allez stocker les données. Exact. Alors, alors, c'est la deuxième question de cette catégorie, c'est comment sont gérés les accès aux données et la sécurité. Donc, en gros, vous avez un certain nombre de données. Alors, c'est la même chose ici, ça peut être avoir pas obligatoirement de problème d'accès aux données parce que les données, elles sont ni personnelles, ni sensibles et elles sont ouvertes, elles sont déjà ouvertes à tout le monde, vous avez déjà récupéré et vous allez les partager. Donc, il n'y a pas obligatoirement toujours de soucis de sécurité. Il n'empêche qu'il faut quand même définir des règles sur l'accès à ces données. Donc, quelle personne va avoir accès aux données? Et de quelle manière, c'est-à-dire sur quelle machine elles sont stockées, si elles sont sur un disque dur, si elles sont sur une clé USB, dans quelle salle, dans quel matériel elles se trouvent, mais également dans quelle salle elles sont rangées et qui a accès à cette salle, par exemple, qui a accès aux données, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des accès restreints à ces données, est-ce qu'il y a des accès différentiels entre les personnes du groupe de recherche. Donc il faut se poser des données et définir les droits et les permissions d'accès à toutes ces données, et c'est ici qu'on définit ces informations. Xavier, Euh, je t'interromps juste pour te dire, je Vas-y. fais un peu la gardienne du temps, euh, au Ah cas où, oui, je il pense qu'il faut reste qu'on pas accélère un obligatoirement. peu. Ouais. Donc, Si, parce qu'on donc, il si on faut veut ici laisser décrire les toutes les questions. procédures, tous les dispositifs qui vont être mis en place pour le traitement, le transfert des données. Si vous allez transférer les données, il faut expliquer aussi comment vous allez le faire, soit avec une clé USB qui est protégée, soit vous allez être sur un cloud. Sur un cloud, il faut bien penser qu'il ne faudrait pas un cloud qui soit propriétaire, donc non commercial, etc. Donc, il faut poser toutes ces données, se poser toutes ces questions ici sur l'accès à ces données entre partenaires d'institutions différentes au sein d'une même équipe.
etc. Donc après, ça peut être assez simple, hein. Vous pouvez aussi vous dire que vous vous basez sur les protocoles de votre école où il y a un serveur qui dédie à ça et il y a des protocoles Mm. à suivre. Et puis voilà, c'est réglé comme ça, si ça existe. Ouais. Et Sinon, il faut contacter décrire exactement. votre service Ouais, informatique voilà. en cas de doute. Ou d'institut, si c'est au niveau de Mhm. l'institut que vous gérez, etc. Mais il faut savoir exactement comment c'est fait. Donc, on va accélérer un tout petit peu. On Ouais. va voir la question suivante. Ça, c'est la question des droits d'auteur et propriété intellectuelle. Donc ici, ben, il faut... voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelle licence vous allez utiliser. Vous allez poser la question de quelle licence vous allez utiliser pour le partage de vos données. Il faut savoir que les lois cantonales, a priori, je crois que toutes les lois cantonales expliquent que les données qui sont générées au sein d'une école de la HESSO appartiennent à l'institution de la HESSO. C'est-à-dire que pour moi, c'est la HEJVD, pour toi, c'est la HES Arc. Voilà, donc toutes les données appartiennent à l'institution. Par contre, il faut faire très attention quand vous avez des projets avec des partenaires extérieurs. Et dans ce cas-là, on conseille fortement de mettre en place une convention entre les partenaires, que ce soit avec des collaborateurs qui soient sur des universités, donc des systèmes académiques, ou avec des partenaires privés. Pour le partenaire privé, ça se fait, je pense, souvent automatiquement. Pour les partenaires Mhm. académiques, moins. Mais on vous conseille de le faire et de définir exactement qui est propriétaire de quelles données, qui a accès à quelles données et qui pourra travailler après la fin du projet sur telle ou telle donnée. Il faut tout définir dans votre documentation. Vous pouvez même aller plus loin et définir au niveau des articles qui écrira quel article, est-ce que chaque auteur sera mis Lors des dans auteurs chaque extérieurs. publication des partenaires, etc. Donc, pensez à faire cette convention, même avec des gens que vous connaissez bien, même avec des partenaires académiques sur lesquels on ne pense pas toujours. Et donc, il faut ici Après, indiquer les ici, il faut conditions et les juste restrictions dire que vous avez d'utilisation une des données. convention et qui fait quoi, mais il n'y a pas besoin Vous de mettre n'écrivez la pas la convention convention. ici, hein. Vous Voilà, expliquez qu'il y a une convention qui a été faite et qui a été définie, exact. qui met en place toutes ces informations, quoi. Et il faut bien préciser la licence sur laquelle vous allez appliquer pour le partage des données. Donc, si vous ne faites pas une licence complètement ouverte, il faut justifier pourquoi vous ne le faites pas de cette façon, quoi. Exact. Voilà, donc ça c'est stockage des données, la préservation. Donc ici on parle du stockage vraiment matériel où vous allez stocker vos données, quelle quantité de mémoire vous avez besoin, c'est ce que c'est un serveur au sein de votre institut, est-ce que c'est un serveur et il faut votre disque dur sur votre ordinateur, sur des disques durs externes, des services cloud, etc. Il faut définir la sécurité de données dans le sens où c'est la préservation de ces données. Quelle méthodologie vous allez mettre en place pour faire les backups? Est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'elles sont manuelles? Est-ce que c'est la fréquence de ces backups? Où sont placées ces informations sont stockées dans les différents, par exemple, dans les différents serveurs? Par exemple, si vous avez tout au niveau du même école, si cette école, elle brûle, vous perdez tout. Donc, il faudrait avoir des accès différents physiques au stockage de ces informations. Donc ici, voilà, on est vraiment sur la partie stockage et la manière dont vous allez stocker l'ensemble et l'intégralité des données que vous allez utiliser, quoi. Voilà, je vais un peu vite, mais on a moins de... Ouais, je suis Euh, désolée. la préservation, c'est la même idée. Je ne vais pas parler de la préservation, mais la préservation, c'est après le projet. Quand vous allez encore archiver les données, vous allez les préserver. Il faut justifier les choix des données que vous allez préserver dans le temps, parce que ça coûte de l'argent, parce que ça représente énormément de quantité. Donc, il faut savoir lesquelles données sont pertinentes et lesquelles vous allez passer du temps à les garder et payer en gros pour garder ces données. Et Et il le faut faire temps attention. aussi. C'est du temps, oui. Combien de Non, temps mais vous je veux allez dire les garder? Ouais, le temps de conservation de ces données voilà. Combien de temps vous et allez les slash garder? destruction. Et si vous allez les garder dans 10 ans, il faut aussi préciser qui est responsable de la destruction des données et comment ils vont Exact. détruire ces données, quoi. Donc, il faut prendre en compte toutes les obligations de conservation, légales de conservation de destruction en fonction des partenaires que vous avez également, quoi, et de la convention que vous avez signée et dont on a parlé précédemment, quoi. Et après, il faut aussi penser au format de conservation de ces données. C'est pareil, c'est dans l'idée d'avoir des formats interopérables. Pourquoi? Parce que si vous reprenez ces données 5 ans plus tard et que vous aviez des données propriétaires sur un logiciel particulier et que ce logiciel n'existe plus, vous ne pouvez plus utiliser ces données. Donc, il faut bien penser au format de ces données dans le temps. On parle ici de préservation. Voilà. Et puis, il faut que ça matche aussi, pas que avec vos partenaires, mais il faut que ça matche aussi ce que vous avez soumis à la commission d'éthique. C'est-à-dire que si vous avez mis la fameuse phrase que les données seront conservées puis détruites après 10 ans, il faut que ça se retrouve aussi ici. Voilà. Dernière section.
Alors, le partage et la réutilisation des données, là, qu'on parle vraiment de ce qu'on appelle l'ORD. Donc, c'est préciser ici, la première question, c'est préciser particulièrement quel est le repository, donc en gros, le dépôt sur lequel vous allez partager vos données. Alors, on est bien d'accord que quand vous allez commencer le projet au tout départ, vous ne savez pas obligatoirement quel dépôt vous allez utiliser. Il faut quand même mettre un nom de dépôt. Au pire, vous changez après. Donc, vous avez le temps de changer vos dépôts. En général, la plupart, ils vont utiliser, enfin, je ne vais pas vous dire lesquels, mais les plus connus, on a Swissbase, Zenodo, Holos, etc. On va définir ce dépôt-là. Il y a des outils, on n'a pas mis le lien ici, il me semble, mais peut-être un peu après. Il y a retreedata.org qui va pouvoir vous aider à définir le dépôt idéal sur lequel vous pourriez déposer Mhm. vos infos, vos données. Et Et puis sur sur le le site, FNS aussi, ouais, voilà, sur le site du voilà. FNS lui-même, il y a déjà le top des dépôts choisis le plus souvent en fonction aussi des disciplines. Voilà. Donc, Et puis qui ça sont vous oriente acceptés pas mal par le déjà. FNS aussi, parce Exactement, qu'il ouais. faut des dépôts Il y en a acceptés beaucoup, il par y en le a beaucoup. FNS, quoi. Donc, c'est des Mm, dépôts non commerciaux et faire. exact. C'est l'endroit où il faut justifier si vous planifiez de ne pas le faire. Oui. Voilà, et c'est possible de ne pas le faire. Il y a Ouais. pas de, il y a pas d'obligation, hein. J'ai un exemple très simple, hein. J'ai des collègues qui travaillent sur un projet où ils travaillent sur le suivi de rhinocéros, donc ces animaux qui sont en voie de disparition. Il y a des données de géolocalisation. Et là, dans ce cas-là, il y a des problèmes éthiques. On ne partage pas ces données parce que ça pourrait mettre en danger ces animaux. Ou alors on les partage, mais avec des restrictions très fortes. Et on demande d'avoir de préciser que l'accès aux données est sous conditions particulières de l'équipe. Ça, c'est possible aussi. On peut définir ce qu'on veut. Voilà, bah, c'était ici en fait, c'est la restriction Ouais, nécessaire pour c'est comme protéger ça les que données j'avance. sensibles. Donc, c'est ce que je viens de dire ici. Il est possible de ne pas tout partager et d'expliquer quelles sont les restrictions qui sont liées à des clauses éthiques ou légales de droit d'auteur, etc., de confidentialité des données. Donc ici, il faut justifier les pourquoi, les comment et comment vous allez protéger ces informations. Vous pouvez aussi ici expliquer que vous allez mettre un embargo au niveau du temps pour le partage des données. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir publié d'abord vos résultats avant de les partager. Ça, c'est tout à fait possible, mais il faut juste le justifier. Il ne faut pas juste dire on fait un embargo, il faut justifier votre choix. Et puis les accords de confidentialité, il faut aussi expliquer que vous faites un embargo parce que vous voulez déposer un brevet et que si vous avez déjà partagé, vous ne pouvez plus déposer le brevet, etc. Donc, il est possible de définir toutes ces informations à ce moment-là. On va un peu vite là. Je suis désolée, mais Et là, c'est les deux dernières questions. Donc là, c'est assez simple, ces deux dernières questions. Il faut répondre oui aux deux. Voilà. Donc la première question, on n'a pas le choix, c'est vraiment oui. Il faut accepter les exigences du FNS et que les dépôts sur lesquels on va partager les données respectent les principes FAIR. Et puis voilà. Donc il faut dire oui, on n'a pas le choix. Et pour la deuxième question, ouais, c'est ce que tu avais déjà expliqué avant. Si voilà. tout d'un coup on choisit quelque chose une option Un commerciale, il faut repository qui soit non justifier. commercial, voilà, qui soit commercial, dans ce cas-là, il faut justifier, vous justifier son choix, quoi. Exact. Voilà, donc ça en a été un peu vite, hein. Donc, un petit résumé Ouais. des DMP. Donc, on vous a dit, bah, c'est un outil qui vous permet ben, de clarifier votre gestion des données et qu'elle soit en cohérence avec votre projet de recherche. Ça amorce des réflexions sur vos pratiques de gestion des données. Ça anticipe tous les problèmes avant qu'on y arrive. C'est-à-dire que si vous l'avez dans l'idée de partager vos données, ben, il faut anticiper tous les problèmes sur la gestion des données et tous les principes faire à respecter. On peut aussi penser aux coûts et aux ressources nécessaires à cette bonne gestion et ce bon partage. Et puis voilà, et on se prépare en conséquence pour faire un projet optimal, quoi. Exact. Ok, donc on vous a listé pas mal de ressources sur lesquelles on va passer peut-être un peu plus rapidement Oui, pour alors laisser on un peut peu dire la les place trois aux premières peut-être. questions-réponses. Ouais. Ouais, Juste les justement. trois premières, on a des pages sur la HESSO, donc directement vous avez des informations, tout ce qui concerne l'Open Science et plus particulièrement l'ORD, et vous avez un petit lien ici vers réaliser un DMP avec quelques informations. Exact. Voilà, ça c'est des contacts à qui on peut aller demander si vous avez des questions pour tel ou tel cas, pour l'Horizon Europe par exemple, etc., quoi. Là, c'est des informations qu'on trouve au niveau de la HEIGVD, parce qu'il y a un service qui est dédié à l'ORD, à l'Open Science en Ouais. général. Et puis, il y a des liens aussi avec des documentations qui sont ouverts à tous, où vous pouvez aller voir. Il y a aussi des vidéos sur YouTube sur des informations qui touchent l'ORD et la gestion de projet. Et ça, c'est Voilà, les contacts c'est des chez contacts à la toi. HEIGVD. Alors, par contre,
en dehors de la HUI-GVD, je ne sais pas s'ils prendront le Ouais, temps justement, je de pense vous pas. Ça, aider. c'est spécifique. Voilà. Les Voilà, documents, on peut les avoir. Les contacts, c'est plus compliqué, quoi. ok. Ça, Voilà. c'est les Et puis, documents voilà. accessibles à tous aussi, mais du Valais. Donc Vous voilà, c'est la avez. même chose. En gros, on trouve Ouais, toutes les informations sur l'ORD, le partage des DMP, etc. Vous avez plein de documentation. Et pour ceux qui sont au Valais, ben pareil, vous pouvez aller contacter les personnes directement, les data stewards du Valais, qu'on appelle data manager, je crois, au Valais. ouais, eux, ils Bon, ont c'est un certain des nombre de data managers. ressources. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a un Donc certain là, nombre de c'est. ressources ici, quand même. Ouais, vous cliquez, c'est tous des liens qui sont cliquables. Et puis, il y en a quelques-uns auxquels vous On a n'aurez pas accès, accès ouais. si vous ne faites pas partie de l'institution, vous n'avez pas les droits d'accès. Mais il y a celui-ci, par exemple, le template DLCM, qui a été mis en place par l'ETH et les PFL, et qui reprend tout ce qu'on a vu avec Xavier, avec les différentes sections en mode de questions, recommandations, puis des exemples concrets de réponses. Donc, effectivement, évidemment, il faut adapter en fonction de votre domaine, de votre projet de recherche. Mais je trouve que c'est aidant d'avoir aussi même des exemples déjà formulés pour Voilà. chacun des points. Voilà. Et pour votre information, on est en train de préparer au niveau du domaine AI un document qui soit à peu près Similaire, ouais. identique, ouais, similaire, mais que pour le Avec domaine des AI, exemples AI, avec ouais. des exemples qui sont vraiment tirés de DMP qui ont été soumis par des chercheurs de l'HESSO. Ok, donc tout ça, je passe parce que c'est tout des Voilà, bon après, ressources c'est qui sont en des liens ligne. en fonction des questions, des différentes catégories qu'on a vues du DMP avec des Exact. liens plus directs, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Voilà.